Bonjour, rebonjour. Vous avez un titre interminable, mais qui dit tout. Je vais vous faire aujourd'hui une analyse comparative dans la gouvernance de l'éducation québécoise de 4 cas. L'évolution des écoles alternatives, de l'apprentissage en famille ou instruction en famille, école à la maison, de l'école à distance et d'une école autochtone que je vais vous présenter. Alors, la problématique de départ, c'est qu'au Québec, on répète à chaque réforme, à chaque nouvelle éducation, qu'on désire que les parents soient partenaires, que les parents s'engagent davantage dans l'éducation. On parle de la relation famille-école, mais on se rend compte que c'est surtout à la maison qu'on souhaite que ces parents-là soutiennent le travail de l'école. Parfois, il y a des écoles plus ouvertes à ce qu'il y ait une présence des parents ou une interaction avec les parents. Mais dans les politiques éducationnelles, c'est très difficile de laisser venir les idées, les changements qui seraient proposés par les parents, parce que les lieux de participation, c'est mon hypothèse, les lieux de participation démocratique ou pour les parents et plus politiques, les confinent à des rôles d'approbation ou de supervision. Alors, en fin de compte, les parents ont droit au choix de l'école, ça c'est inscrit dans la loi, mais s'il n'y a pas d'école vraiment différente, quel choix leur reste-t-il en fait? Ils peuvent choisir entre plusieurs écoles qui se ressemblent. Alors, les parents qui souhaitent une participation plus directe à l'école même ou à la conception de l'éducation ne trouvent peu ou pas de place, ou ceux qui ont déjà en tête un modèle pédagogique différent de celui qui est principal, qui est dominant, ont aussi de la difficulté à se faire entendre. Donc, on va étudier les 4 propositions d'innovation par les parents et comment ils ont évolué à travers les 3 paliers de gouvernance qu'on a au Québec, c'est-à-dire l'école même. Au-dessus, on a la commission scolaire. Et même si ça s'appelle commission scolaire, en fait, c'est une commission régionale pour les Français. La commission scolaire, qui est la gouvernance de la région, puis la province, parce qu'au Canada, l'éducation est un pouvoir de niveau provincial, donc le fédéral n'a rien à dire sur l'éducation, c'est vraiment québécois. Le cadre théorique que j'utilise est celui de la gouvernance réflexive de Leonard Desmascales, deux philosophes du droit belge. Il s'intéresse à toutes sortes de pratiques sociales émergentes dans différents domaines, l'énergie, l'Internet, la santé. Et pour l'éducation, je me le suis approprié et j'ai appuyé toutes mes recherches sur leur cadre théorique. Leur définition de la gouvernance est celle qui vise à atteindre le plus possible la démocratie. Donc la participation de tous, le gouvernement du peuple par lui-même. Ils ont une approche pragmatique, c'est-à-dire qu'ils voient la gouvernance comme un processus de résolution de problèmes, dans le sens du vivre ensemble. Alors, si on transpose en éducation, s'il y a des besoins différents, des problèmes nouveaux, c'est un problème à résoudre et tout le monde est convoqué à trouver des solutions pour ces problèmes. Et réflexive parce qu'ils croient que la gouvernance est un processus d'apprentissage continu, un peu comme Schoen l'a montré pour les organisations, par exemple, pour les praticiens. Alors, une gouvernance devrait pouvoir se renouveler, devrait pouvoir apprendre des changements sociaux pour se développer. En s'appuyant sur ce cadre théorique-là, j'ai donc les 4 cas que j'appelle limites, parce que ce sont des participations parentales à la marge un peu de ce qui est prévu pour eux dans le système. Les écoles publiques alternatives au Québec, l'apprentissage en famille, la formation à distance pour les jeunes, là pour les Français ça vous paraît drôle, mais chez nous ça n'existe pas encore. Vous avez le CNED et d'autres services, là, mais ici c'est encore interdit. Et l'école autochtone, ce qui va être particulier, bon, autochtone ici ça veut dire amérindien, donc c'est vraiment les communautés, les nations, les Premières Nations qui étaient ici avant la colonisation. Et les autochtones en ce moment sont soit dans des réserves qu'on appelle des communautés exclues, un peu à l'extérieur des grands centres, où ils ont le droit d'avoir leur propre école, mais c'est géré par le fédéral à ce moment-là. Et puis, bon, ils sont un peu reclus, on peut dire. Soit ils sont dans les villes. Et quand les Autochtones sont dans les villes, ben, ils doivent aller à l'école de la ville. Et à ce moment-là, leur culture n'est pas prise en compte.
Alors, le cas que nous allons étudier aujourd'hui, c'est, à ma connaissance, le premier cas où un regroupement a tenté d'ouvrir une école autochtone en milieu urbain, au sein d'une commission scolaire québécoise régulière. Alors, c'est vraiment une proposition nouvelle à la marge de ce qui était prévu. Alors, je vais comparer ces 4 cas sur les questions suivantes. Quelles sont les démarches réalisées par ces groupes de parents pour faire avancer leur proposition et avec quels résultats? Donc là, on parle d'un historique. Ensuite, quel rôle les dispositifs participatifs et décisionnels actuels de notre système éducatif jouent-ils par rapport à ces propositions? Est-ce qu'ils contribuent ou ils font obstacle? Et troisièmement, quels autres facteurs ou acteurs contribuent ou nuisent au cheminement de ces propositions? Donc, on a regardé des écrits scientifiques sur ces 4 cas, quand il y en avait, des documents historiques, des journaux, toutes sortes de traces au gouvernement, qui, depuis 1998, nous permettent de faire l'historique de ces 4 cas-là. Le cadre légal dans lequel ils s'inscrivent ou cherchent à s'inscrire, et des entretiens avec 8 experts. Donc, pour chacun des cas, 1, 2 ou 3 experts qui ont participé de façon importante à ces propositions, à l'avancement de ces projets-là. Alors, ils nous ont pu confirmer notre compréhension de l'historique, des acteurs qui ont joué un rôle important, des facteurs qui ont eu du poids, et c'est ça, on a analysé ces 8 entretiens. Je donne tout de suite un portrait des facteurs et des rôles. Et ensuite, je vous ferai les 4 historiques. Donc, on les nomme d'abord, et ensuite, on voit comment ça s'est présenté dans les 4 cas. Au niveau des facteurs actentiels, je dirais, des acteurs, la mobilisation des parents, vous l'aurez deviné, est un facteur important. Parfois des acteurs collectifs ou intermédiaires qui se sont créés ou qui étaient présents, des associations par exemple. Les acteurs institutionnels sont là pour recevoir ou gérer ces propositions. La volonté politique, particulièrement ministérielle, a eu un point important dans certains des cas. Et parfois, c'est les individus aussi. Une personne dans une commission scolaire qui est particulièrement ouverte ou fermée d'esprit peut avoir joué un rôle important. Le contexte légal, évidemment, fait une différence parce que quand il faut changer une loi, c'est vraiment un grand processus, tandis que quand la loi a déjà une certaine souplesse, pour certains cas, on réussit à se trouver. Le contexte culturel, qui demande parfois un changement culturel, et ça aussi, on sait que c'est une forme de changement des plus difficiles. Alors, à l'intérieur du système scolaire, il y a toute une culture qui peut jouer. Les structures scolaires ou extrascolaires, on verra plus loin, les coûts, le financement de chacune de ces initiatives. Et des facteurs qui relèvent de l'apprentissage. Alors, on parle de capacitation quand, par exemple, des parents ici développent la capacité de participer à la gouvernance. Alors, c'est une chose de leur donner le droit de participer, mais de réussir à avoir les outils, les moyens et l'écoute pour réellement participer. On appelle ça le processus de capacitation. Le leadership est aussi quelque chose qui s'apprend et qui se développe. La vision à court, moyen terme, la vision trop, qui est aussi une question d'apprentissage. Quand on se projette, on se donne des objectifs, des plans, c'est un apprentissage de la participation à la gouvernance, des organisations démocratiques qui ont pu se créer, un soutien de certains acteurs envers d'autres, et le travail de coordination de la part du gouvernement en particulier. Parce que dans la théorie de Lenoble et Mascal de la gouvernance réflexive, la vision est que le gouvernement doit soutenir et coordonner des initiatives des différents groupes. Alors, le gouvernement ne serait pas celui qui impose ou qui amène une vision majoritaire et qui l'impose à tous, mais qui coordonne des expérimentations de sorte à qu'ils puissent faire évoluer le système au complet. Donc, soutien, coordination, on est allé voir quel rôle ça jouait. Et les dispositifs participatifs, je ne fais que les nommer, mais du côté formel, nous, au niveau des écoles, il y a un conseil d'établissement où les parents peuvent participer avec d'autres acteurs, des enseignants, des gens de la communauté. Mais le conseil d'établissement est au premier niveau. La commission scolaire aussi comporte certains sièges pour des parents. Et le ministère ou le ministre sont un autre niveau de participation dans le sens où on les élit. Oui, c'est ça.
on les élit et ben, c'est ça, c'est le vote qui donne. Ensuite, on peut influencer. Au niveau de la société civile, ben, on a des groupes de parents, on a des acteurs collectifs, comme je disais, des associations, des regroupements et des acteurs institutionnels qui sont plus importants encore, qui viennent dialoguer plus directement avec le gouvernement. Alors, je me transforme en conteuse et je vous raconte 4 histoires. La première étant celle des écoles alternatives au Québec. On va faire un peu pendant de la présentation de Marie-Laure, mais en très bref. Alors, au Québec, depuis 1966, qu'on retrace les premières écoles alternatives, et c'est une progression lente mais continue jusqu'à aujourd'hui, qu'on a identifié avec mes co-autrices comme le facteur principal dans les facteurs aidants, qui est en vert, c'est la mobilisation des parents. Il y a continuellement des parents qui demandent des écoles alternatives, qui se regroupent, qui travaillent auprès de leur commission scolaire pour faire ouvrir l'école alternative. Alors, je pourrais même, dans le de 2017-18, accentuer un petit peu la flèche parce qu'il y a en ce moment, depuis quelques années, vraiment un boom où il y en a de plus en plus qui sont demandés. Alors, c'est cette mobilisation constante qui a permis cette croissance. Par contre, ce qui a retenu la progression et qui le fait encore, c'est le fait que ce soit seulement un phénomène toléré de la part du gouvernement. Parce qu'il n'y a pas de politique ou de règlement particulier pour les écoles alternatives. Elles doivent toujours s'inspirer deux petites lignes d'exception dans la loi sur l'instruction publique qui dit que les parents peuvent demander une école différente. Et il n'y a aucune organisation qui coordonne ça, qui donne des règles de fonctionnement. Alors, c'est à peine toléré, et ça retient. L'apprentissage en famille ou l'école à la maison, c'est depuis 1943 au Québec parce que c'est la date où l'obligation scolaire a été instituée. Et à partir de ce moment-là, on a vu des enseignants retirer ne pas inscrire leurs enfants à l'école. Oui, quelques parents. Alors, c'est à partir de 1943 qu'on dit que l'école à la maison a commencé au Québec. C'est un peu comme l'école alternative, c'est une progression assez lente, puis rapide. C'est évidemment que c'est l'école à la maison, en famille, ce sont les parents qui en ont été les moteurs, et ils ont eu la chance de ne pas avoir à trop dialoguer avec l'école ou la commission scolaire, parce que leur seul interlocuteur, quelque part, c'est le ministère. En fait, il n'y avait pas d'interlocuteur jusqu'à tout récemment, ils retiraient l'enfant de l'école ou ne l'inscrivaient pas et pouvaient développer leur pratique. Ce qui nuisait, c'était qu'il n'y ait aucune coordination, mais c'est pas toléré. Jusqu'à maintenant, c'était pas toléré, c'était ignoré complètement. On se disait que c'était de tout petits nombres, donc ça ne valait pas la peine de s'en occuper. Et jusqu'à 2018, où il y a eu certains événements qui ont fait que c'est venu sous le regard des législateurs, et on s'est rendu compte qu'il y en avait plus qu'on croyait. Et là, il y a eu une prise en compte de ce phénomène-là, soudainement. J'écris qu'il y a eu un boom même. En fait, à peu près en 2017, il y a eu le PC, le protecteur du citoyen. Donc, une organisation étatique, mais qui sert à défendre le citoyen contre l'État, qui a fait une analyse de situation et qui a vu que plusieurs parents vivaient une forme d'intimidation ou de contraintes excessives de la part des commissions scolaires régionales qui, lorsqu'ils étaient en interaction avec les parents, cherchaient à réprimer, à décourager cette pratique et dépassaient leur mandat, en fait, alors que c'était quand même permis légalement. C'est encore une petite ligne d'exception, mais c'était permis. Et au même moment, l'opinion publique a aussi amené une prise de conscience pour le gouvernement parce qu'on a appris que plusieurs communautés juives hassidiques commençaient à inscrire leurs enfants à l'école à la maison parce que leur école traditionnelle, disons, ne recevait pas le permis du ministère de l'Éducation, ne suivait pas assez notre programme unique pour recevoir le permis. Donc, il y a eu une espèce un aménagement fait avec l'accord du ministère pour que ces enfants soient inscrits à l'apprentissage en famille et puissent alors être évalués individuellement plutôt que de sanctionner l'école au complet. Mais il y a plusieurs citoyens de l'environnement de ces communautés-là qui ont mal réagi, qui ont commencé à poser des questions au ministère
qui ont demandé est-ce qu'ils allaient passer les mêmes examens que les autres, etc. Alors, l'opinion publique et le protecteur du citoyen ont tous deux fait pression pour que le gouvernement prenne en compte ce mouvement-là, donne des réponses, s'explique, justifie. Et c'était un moment d'élection. Donc, il y a eu un boom là, impensé. Le ministre de l'Éducation d'alors a créé vraiment de toutes pièces une nouvelle loi et un règlement pour encadrer cette pratique-là, en concertation avec l'ensemble des acteurs. Alors, il y a eu un beau travail qui a été fait et il a créé une table de concertation sur l'enseignement à la maison, table de concertation nationale, à laquelle les groupes de parents étaient conviés. Donc, autant ces parents étaient ignorés, autant ensuite ils ont eu une voix. La recherche s'arrête en 2018. S'il y en a qui veulent savoir ce qui se passe en 2019, je vous dirai après. Parce que c'est assez long à expliquer. Il y a beaucoup de changements. La formation à distance, comme je vous disais, ça a toujours été interdit au Québec parce qu'on voulait vraiment encourager la fréquentation scolaire. Et on croyait que la formation à distance pourrait dévoyer les enfants, les encourager à ne pas aller à l'école. Alors, pour cette raison, en tout cas, c'est ce qu'on m'a dit, ce qu'on nous a dit, il n'y a jamais eu de développement de cursus, de curriculum pour la formation à distance. Il y a eu quelques cours qui ont été développés pour le secondaire, particulièrement la fin du secondaire, mais ils étaient accessibles seulement aux jeunes de plus de 16 ans. Donc, qui voulaient reprendre, ou les adultes, ou les jeunes de plus de 16 ans qui voulaient reprendre leur secondaire après avoir décroché. Alors là, ils avaient accès à la formation à distance, ou des cours de rattrapage l'été, c'est ça, mais pas pour l'enfant qui n'a pas d'école d'exception. Et pourtant, il y a eu des demandes, il y a eu des cas. Ici, dans ce cas-là, il y a eu quelques parents, mais c'était toujours des demandes isolées. Donc, des parents qui appelaient au service de formation à distance en disant « Mon enfant vit de l'intimidation à l'école, est-ce qu'il peut apprendre à la maison pour une période de temps? » Et là, le service lui disait « Je suis désolée, s'il a moins de 16 ans, il n'a pas accès. » Tous ces parents ont fait des demandes individuelles, mais ne se sont jamais connus ni regroupés. Alors ici, on ne peut pas parler de mobilisation des parents. Il n'y en a eu aucune. Par contre, il y a des professionnels de l'éducation, et en particulier ceux qui avaient développé ce cursus, qui, eux, faisaient pression au gouvernement en soulignant qu'ils recevaient des appels, des demandes, et parce qu'ils se promenaient ailleurs, dans les colloques scientifiques ou ailleurs au Canada, la formation à distance pour les jeunes est disponible partout, autrement qu'au Québec. Donc, ils faisaient pression, et à chaque niveau du gouvernement, on a des articles de journaux qui disent la formation à distance va se développer au Québec, le ministère promet, et il y a eu des organismes de consultation, de réflexion, mais c'est toujours tombé à plat. Jusqu'à 2018, où, parce que l'école à la maison recevait une grande attention, tous les acteurs, le protecteur du citoyen, les parents ont dit, mais si l'école à la maison est permise, vous devez nous donner aussi accès à la formation à distance, parce que là, votre logique de fréquentation scolaire ne tient plus. Et si vous nous permettez de faire cette forme d'éducation, il faudrait nous accorder la possibilité d'avoir accès au matériel pour qu'on puisse répondre aux exigences. Donc, comment se fait-il qu'on n'a pas accès au matériel qui est existant par ailleurs et qui pourrait nous aider à remplir la mission qu'on se donne d'éduquer les enfants? Donc, le ministre en place, quand il a créé sa nouvelle loi, ses amendements à la loi sur l'instruction publique, a inscrit qu'il se donnait une autorisation de faire des expérimentations pour la formation à distance pour les jeunes. Et je sais, parce que j'étais dans le ventre du dragon, je sais qu'à ce moment-là, il y a eu des initiatives pour rassembler des acteurs de l'école à distance et commencer à développer une vision d'école à distance pour tous. Mais en ce moment, on n'en voit pas encore de fruits. Ça doit se faire à l'arrière. Alors, aucune attention parce que c'était illégal, aucune mobilisation des parents, donc aucune progression, mais un boom en 2018 pour une raison vraiment extérieure, en fait, à la demande des professionnels eux-mêmes et des parents eux-mêmes qui souhaitaient de la formation à distance en elle-même. Mais c'est un événement extérieur qui a amené ce développement. Dernier, l'école autochtone. Cette école a été pensée en 2015 par une organisation
communautaire qui s'appelle le Centre d'amitié autochtone et qui a entendu de la part de ses membres qu'ils aimeraient avoir une éducation plus conforme à leur culture, en particulier pour que les enfants, quand ils vont à l'école en ville, ne soient pas autant discriminés. On leur interdisait de parler leur langue, les autres enfants riaient d'eux parce qu'ils étaient différents. Alors, l'organisme s'est mobilisé pour essayer de pour discuter avec la commission scolaire et demander si on pouvait ouvrir un volet, une classe, une école autochtone qui respecterait le programme du ministère de l'Éducation, mais qui aurait un aspect culturel adapté. Et à ce moment-là, le niveau régional et le ministère ont dit oui. Une des principales raisons, je crois, c'est qu'on venait de terminer une grande enquête nationale sur le vécu des Autochtones au Canada. La conclusion de cette enquête était qu'ils ont vécu un génocide culturel. Alors, les immigrants, les colons, ont vraiment visé à détruire leur culture, à les annihiler. Et dans les recommandations suivant la commission de réconciliation avec les Autochtones, il y avait de permettre ce type d'innovation, d'éducation adaptée culturellement. Donc, évidemment, quand ce projet est arrivé, tout le monde a dit « Hurrah, on va pouvoir montrer qu'on est dans le bon sens ». L'année suivante, la nouvelle personne en place à la commission scolaire a décidé que ça ne valait pas la peine, que c'était bizarre, c'était compliqué, ça coûtait cher. Il a décidé de fermer le volet. Donc, ce volet a été ouvert en d'une année, ce qui est assez différent des longues périodes qu'on a vues dans les autres cas, mais fermé l'année suivante. Puis, le ministère est revenu derrière pour dire « Non, vous ne fermez pas ça ». Alors, ça a été réouvert. Donc, il y a de l'instantanéité dans un cas qui a l'approbation politique, on peut dire. Alors, pour conclure, on voit que les écoles alternatives, les propositions d'apprentissage en famille, l'école adaptée culturellement ou à distance, apportent de nouvelles solutions pour des besoins différents, nouveaux. Par contre, il y a souvent un manque de vision à moyen ou à long terme. Mais c'est ça. Pour se coordonner, s'organiser, aller voir les bons acteurs. Dans tous les cas où il y avait une implication des parents plus organisée, qui allait voir le palier plutôt provincial, c'est là que des choses ont bougé. Quand les parents sont plus sous forme individuelle ou des petites associations qui travaillent chacun avec leur école, ou chacune avec leur école ou avec leur commission scolaire, on se rend compte que ces autres instances-là ont plutôt bloqué les projets. Alors, c'est pour ça que je pose la question, décentralisation ou centralisation. Il semble que dans des cas aussi marginaux, aussi émergents, le rassemblement à grande échelle soit plus efficace pour amener un changement et des organisations qui se structurent plutôt que de travailler au palier plus bas. Ce qui veut dire que le changement bottom-up, qui part des parents ou des enseignants locaux et qui veut se rendre jusqu'à une reconnaissance ministérielle, n'est seulement possible que s'il y a un travail de capacitation parentale, vraiment une organisation, une structuration des groupes, une connaissance politique et un processus d'apprentissage institutionnel. C'est-à-dire que l'institution, elle, doit apprendre à recevoir, à créer des espaces, à entendre ses paroles et, comme on disait avec l'apprentissage en famille, créer des tables de concertation, créer des espaces de discussion qui ne sont pas dans l'école. Parce que si c'est dans l'école actuelle, mais les parents qui y sont ne sont pas ceux qui cherchent autre chose. La plupart du temps, ce sont des parents qui sont à l'extérieur de l'école, dont les enfants ne fréquentent pas encore l'école, alors ils n'ont pas de voix au chapitre à ce moment-là. Et évidemment, il y a une volonté politique à développer, et on a vu que selon le ministre en place, selon les pressions de l'opinion publique, la volonté politique est fluctue en conséquence. Je laisse ça à votre réflexion et je vous remercie pour votre attention.